parler du fait de la paralysie qui peut être antérieure pour en découvrir l'œuvre de votre mari. Et vous me disiez également qu'il avait lui-même mis beaucoup de temps à peindre. Il a commencé en 1969. C'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, pour lui, en dehors de cet immense traumatisme, cette impossibilité à voir que la vie continuait de par le monde et que lui était là, survivant, complètement hagard et ne sachant que faire, comment affronter à lui tout seul l'immensité de ce désastre. Donc, ça a pris énormément de temps, mais ça a mûri en 69 sous l'influence d'un Serbe mis au drague qu'il avait rencontré en Pologne, ou à Prague, je crois que c'était plutôt en Pologne. Ça a été assez déterminant. Il lui a dit, mais commence par quelque chose qui concerne tes proches. Alors, aborder la question par son tout petit cercle, et de proche en proche, sentir que peut-être il y aura un message universel, c'est un processus très lent. Mais commencer par des choses toutes petites, témoignage par l'art, mais de son cercle proche, peut-être ça c'était envisageable. Et il a commencé par la gravure. Les toiles sont arrivées bien plus tard. Mais pour lui aussi, c'était une paralysie. Et je sais que pour d'autres peintres ou sculpteurs, comme Shlomo Zellinger, qui a été prix mémoire de la Shoah en même temps que lui a été sauvé par une amnésie qui a duré 7 ans. Ce qui fait que ce tampon d'amnésie a été extraordinaire. Isaac, lui, il était hypermnésique. Et il pouvait se laisser paralyser par chaque quart d'heure du ghetto, et des événements du ghetto et des camps sont gravés en lui. Donc on peut être submergé par ce trop-plein de mémoire et être paralysé, être tétanisé et être dans l'incapacité de créer. Or, c'est arrivé comme ça, par un proche, lui-même artiste. Et vous m'aviez parlé du fait que pour tenir, parce qu'il a vécu des choses absolument incroyables, et pour tenir à Auschwitz notamment, il pensait à Rembrandt. Et c'était un peintre qu'il avait découvert quand il était à l'orphelinat de Korczak. Korczak, Janusz Korczak. Oui. Et je voudrais que vous me parliez un petit peu de ce qui lui a permis, parce qu'en fait, c'est la poésie, et aussi ces images de Rembrandt qu'il avait vues simplement dans un catalogue. Enfin, oui. En réalité, pour ne pas être réduit à une condition d'insecte ou d'animal, un troupeau, un élément du bétail, comme c'était le projet nazi, comment faire? On se raccrochait à tout ce qui fait la substance, l'essentiel de la vie. Or, lui était quelqu'un de très proche de beaucoup de poètes, des poètes russes, des poètes yiddish, même polonais, Mickiewicz, enfin, il était très proche de certains peintres qui l'avaient découvert, puisqu'il n'était pas dans une famille qui lui permettait d'accéder à l'art. Il l'avait découvert par hasard sur des cartes postales, des reproductions en noir et blanc. Effectivement, dans la maison Janusz Korczak, grâce à son éducateur, un éducateur merveilleux qui s'appelait Alexandre Levin, Shura, il a découvert aussi le théâtre, il a découvert l'art. Il avait d'ailleurs commencé chez Janusz Korczak à faire les décors d'une pièce de théâtre qui s'appelait, d'un air un peu prémonitoire, « Y aura-t-il la guerre demain ?» C'est lui qui avait fait donc ces décors. Il était déjà, plus tard, en 1940, il avait participé à une exposition collective, et donc il avait été quand même initié déjà un petit peu à l'art, mais ce qui l'a fait tenir dans les camps, c'est ce souvenir de poèmes entiers. Il avait une très bonne mémoire pour la poésie, des passages de la Bible, les Rembrandt, il s'est raccroché à Rembrandt, surtout par sa vision particulière du juif et du judaïsme. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, en contrepoint à ce qui
l'image effroyable qu'avaient dressé les nazis, et après toute une culture aussi de cet antisémitisme finalement séculaire, très bien décrit par Poliakov et par d'autres, il y avait ce contrepoint qui le tenait, c'était aussi important qu'une amitié, aussi important qu'un morceau de pain, c'était peut-être plus important même. Et donc cet attachement à Rembrandt et quelques autres peintres finalement a été déterminante pour un maintien de vitalité, un minimum de vitalité, un minimum pour survivre. Voilà. Et tu me disais également que quand il peignait dans cet atelier, il chantait oui. des chants yiddish, il récitait des poèmes de Rilke. C'était pas Rilke, mais non, il récitait des poèmes de Pouchkine, Yessiénine, Maïakovski. Ça, c'était ces grandes tirades. D'ailleurs, on a Maïakovski ici. Et ben, ça faisait partie de ces livres. Il y avait des livres de chevet. Alors ça, c'était les récitatifs de poésie, mais des bribes, des fragments. De temps en temps, c'était des chants yiddish très populaires, très joyeux. Parfois, c'était même des cantilations bibliques on fréquentait de temps en temps certaines synagogues, pas du tout parce qu'on était religieux, mais uniquement pour les chants, la ferveur authentique de certains chants proférés dans une minuscule petite synagogue qui était comme une demi-salle à manger. Et alors, par exemple, il chantait à tue-tête « Ovinu malkeinu ein lanu meler ». Alors ça, c'était vraiment à tue-tête, où il chantait, où il fredonnait même des leitmotivs de Beethoven. Ça, c'était aussi son musicien préféré de très loin, qu'il écoutait obsessionnellement. Et donc, il pouvait parfaitement chanter à tue-tête, de façon un petit peu surprenante, au milieu même d'une séance de pause pour laquelle, d'un seul coup, il se sent une séance de pause, portrait, un thème tout de même assez paisible. Et de temps en temps, quand il était très allègre d'avoir abouti une toile ou au milieu dans la progression d'une toile qui lui semblait bien partie, un chant pouvait retentir. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on arrive à l'atelier, il y a l'omniprésence des toiles, oui. Il y a un certain silence. Oui. Et quand tu m'as dit qu'il chantait en travaillant, tout d'un coup, ça oui. donne une perception aussi par rapport à cette œuvre qui est quand même parfois difficile à aborder. Oui. Ah oui, mais ça, c'était pas du tout pendant quand il gravait, c'était tout autre chose. Là, ah non, mais pas ici aussi, il gravait. Ici aussi, parce qu'il prenait des planches. Ici, quand c'était la taille directe, la pointe sèche burin, il s'installait ici. Puis alors, il fermait la porte. De temps en temps, alors la musique, c'était uniquement lorsqu'il travaillait sur d'autres thèmes. Mais dès qu'on abordait la gravure, ça lui arrivait même, et même souvent, lui qui était insomniaque, de se lever à 3 heures du matin et d'attaquer une gravure pour enrayer les cauchemars ou les insomnies. C'est ce que Élisabeth de Fontenay appelait les insomnies fertiles d'Isaac Zelniker, dans un de ses très beaux textes. Il était extrêmement insomniaque et ça a été... Les épisodes où Isaac dormait étaient très, très ponctuels dans l'année. Et la règle étant l'insomnie. Et il avait besoin, même si c'était très dur aussi de s'attaquer à 3 heures du matin à une gravure sur un thème du ghetto ou de la Shoah, ça lui permettait de surmonter et après la fatigue physique, un certain aboutissement d'un travail, il arrivait à retrouver le sommeil quelques heures. Donc là, c'était l'austérité complète. Et quand il travaillait la gravure, il était hors de question de venir dans l'atelier, d'entrouvrir la porte. Il devait travailler totalement recueilli. Il s'isolait totalement. S'isolait. Et c'était la même chose pour les grands tableaux, parce qu'il a fait de grandes compositions beaucoup plus tard à l'huile sur des grands formats, peinture monumentale. Il avait un autre atelier, c'était pas un atelier, c'était un immense local, avec une lumière fantastique, complètement en friche, il n'y avait rien.
que des hublots magnifiques et des fenêtres avec une convergence de lumière. Et là, c'était comme un temple. Il allait là-bas, incognito, personne ne savait qu'il y était. Il travaillait ses grandes toiles, seul, en silence. Moi, je pouvais à la limite rester à lire dans un petit coin et ne pas faire de bruit, et ça ne le dérangeait en rien. Pourvu que je respecte son travail, il m'acceptait encore. Mais c'était vraiment un lieu quasiment de recueillement. C'était très, très émouvant d'aller là-bas. Et c'était un lieu pour lui, hors espace, hors temps. Il rentrait rue du Terrage. C'était un immense local que lui avait procuré un ami. Et ça lui permettait d'une part, effectivement, d'entreposer des toiles gigantesques qu'on n'aurait pas pu entreposer ici, c'était pas possible. Mais en plus, d'avoir ce lieu, no man's land, une espèce de... Et là, il était hors de question d'écouter de la musique ou de bavarder. C'était vraiment un lieu sacré, un peu sacré pour recouvrer la mémoire et créer. Alors qu'ici, il n'a pas beaucoup de portraits, j'imagine. Oui, beaucoup. Alors portraits, bien sûr les paysages jamais, puisqu'il travaillait les paysages sur le motif. Des natures mortes aussi. Portraits, nus, maternité et nature morte, c'était ça. Ça lui arrivait de terminer un paysage, parfaire un paysage, mais le paysage ça a toujours été sur le motif. Donc ça, c'était... Et puis, alors, les gravures, et les gravures sur les thèmes durs. Ça, c'était faisable, parce qu'il travaillait soit dans l'atelier collectif de la Cité des Arts, puisqu'il avait été pensionnaire de la Cité des Arts pendant quelques temps. Il avait un atelier, il y travaillait, il y avait un atelier collectif de gravure dont il bénéficiait. Donc il a pu continuer après coup à aller dans cet atelier collectif mais c'était essentiellement pour faire des tirages, des épreuves d'artistes. Moi je l'aidais, je faisais la petite main. Donc je l'aidais à l'époque où il y avait encore la machinerie manuelle, les merveilleuses presses manuelles. Donc je l'ai aidé dans plusieurs ateliers, mais notamment cet atelier collectif, et où régnait une ambiance très fraternelle, très conviviale, avec d'autres graveurs qu'il connaissait. Donc ça, c'était pas tellement... Alors, il pouvait graver sur place, mais le réel travail de la gravure, c'est ici qu'il se faisait.